Cécile, bonsoir. C'est demain, jeudi, que l'on commémore le 86e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940. Et pour l'occasion, Emmanuel Macron va rendre hommage aux Montvalériens, à ceux qui se sont battus pour la France et à ceux qui ont résisté. Et pour comprendre ce que représente cet appel du général de Gaulle, eh bien, il faut d'abord un petit peu évidemment de contexte historique. Et oui, si la France est en guerre depuis le 3 septembre 1939, c'est à partir du 10 mai 1940 que s'intensifie l'offensive du Troisième Reich. D'un point de vue politique, c'est l'extrême confusion. Le gouvernement de Paul Reynaud, formé moins de 3 mois plus tôt, doit se replier à Tours le 10 juin. Le 14 juin, la capitale tombe. Les troupes nazies entrent dans Paris et déferlent vers le sud, dépassant Lyon. Deux visions politiques se distinguent alors. Ceux qui veulent poursuivre le combat, à savoir donc Paul Reynaud, son ministre de l'Intérieur qui est Georges Mandel, et Charles de Gaulle, fraîchement nommé sous-secrétaire d'État à la guerre. Et de l'autre côté, on a donc le maréchal Pétain, Philippe Pétain, vice-président du Conseil et héros de la Première Guerre mondiale, qui défend l'option d'un armistice. Alors que rien n'est encore tranché, un homme va se révéler, un homme à l'époque inconnu, Charles de Gaulle. Et qui est donc cet homme et comment ce militaire de carrière va prendre la décision de désobéir aux ordres ? Devenu militaire par choix personnel, il est dans les années 20 un officier atypique et rebelle. À l'époque déjà, Pétain est son supérieur. Le maréchal est plutôt, lui, un conservateur, alors que Charles de Gaulle, lui, veut moderniser l'armée. Résultat, bien, les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Au fur et à mesure des années, de Gaulle gravit les échelons. Au commencement de la guerre jusqu'au 31 mai 1940, il est colonel. Il est en charge d'une division blindée qui est forcée de plier devant les Allemands. Le 1er juin, il est nommé général à titre temporaire et le 6 juin, sous-secrétaire d'État à la guerre. Et voyant les nazis avancer rapidement, il va prendre les devants. Et oui, il part à la rencontre de Winston Churchill, le Premier ministre britannique, et il va lui soumettre une idée, une union totale entre les deux pays pour contrer les nazis, car il le sait, seule la France n'est pas assez forte. Ils se rencontrent le 16 juin, de Gaulle convainc Churchill et rentre rapidement exposer l'idée à Paul Reynaud, mais il est trop tard puisque ce dernier vient tout juste de démissionner, donc de facto, de Gaulle n'est plus au gouvernement. Et il le sait, dès le lendemain, c'est le maréchal Pétain qui va être chargé de former un nouveau gouvernement. Et d'ailleurs, dès le 17 juin, le maréchal Pétain va capituler. Oui, il va signer un armistice avec l'Allemagne. Il l'annonce dans un message radio adressé aux Français. Écoutez-le. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves. D'ailleurs, l'armistice sera le 22 juin avec l'Allemagne nazie, le 24 juin avec l'Italie fasciste. Mais le général n'a pas dit son dernier mot. Il s'envole à bord de 7 avions le 17 juin au matin pour Londres. Dans l'après-midi, il rencontre à nouveau Churchill et lui expose son plan, appeler les Français à résister depuis les ondes du plus vieux radiodiffuseur britannique du service public, la BBC, qui émet donc dans toute l'Europe. Contré dans un premier temps par les membres du Conseil britannique, il va finalement pouvoir lancer son appel. Pour la petite histoire, sachez qu'il existe plusieurs versions, dont une édulcorée à la demande du cabinet de guerre britannique. Les pics au gouvernement de Pétain n'ont pas été conservés et le 18 juin à 22h, le canal 265 diffuse donc ces mots. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. Mais peu de Français, Cécile, vont l'entendre ce jour-là. Oui, ces mots vont passer quasiment inaperçus ou presque. Déjà parce qu'il est tard, il est 22h et puis parce que quasiment personne n'écoute. Il est perçu comme un Français qui a fui à Londres comme parmi beaucoup d'autres. Et puis beaucoup de Français sont sur les routes en train de fuir eux aussi. Mais ceux qui ont entendu ce discours en France vont soit en parler aux autres, soit partir clandestinement eux aussi rejoindre le général qui, depuis l'appel, a été regardé condamné à mort par donc le maréchal Pétain car il n'obéissait pas aux ordres. Et puis il y a la presse, encore relativement libre à l'époque, qui dès le 19 juin reprennent le texte intégral, parfois en une comme
ici et assure la diffusion populaire dans l'Hexagone. L'une des conséquences a été aussi le départ immédiat sur leurs bateaux des pêcheurs de l'île de Saint au large du Finistère pour donc les rives britanniques. Un appel qui n'est pas un coup de tête du général. Non, De Gaulle l'a mûrement réfléchi depuis 1933 et l'arrivée au pouvoir donc des nazis. Leur violation répétée au traité de Versailles le persuade rapidement qu'une nouvelle guerre est possible. Il trouve d'ailleurs la ligne Maginot inappropriée et préconise rapidement l'utilisation massive des blindés, une résistance que l'on retrouve dans son appel. Pour l'emporter, dit-il, il faut donc lutter et donc mobiliser des armes, des hommes, des moyens. Il faut aussi une volonté qu'il se déclare prêt à porter. Il pose aussi les bases d'une vision politique future, refus de la défaite, foi en les forces et attachement à une espérance. Et puis, avec ce discours, il devient quelqu'un et s'inscrit dans l'avenir. À l'époque, personne ne sait que cet appel deviendra une icône de notre histoire, célébrée chaque année. Par la suite, De Gaulle donc va devenir le chef de la France libre et va créer les forces françaises libres, symbole donc de la résistance. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.